Aujourd'hui, on va traiter le sujet CAPDC qui est tombé en 2008. Alors, le sujet n'est pas particulièrement long, mais par contre, je le trouve difficile et en particulier, il a une annexe qui me paraît être la plus complexe de toutes les annexes qui soient tombées à l'examen. Alors, voyons déjà l'introduction, de quoi ça parle. La Chambre d'agriculture du Pas-de-Calais assure des missions d'accompagnement pour le développement de l'agriculture dans son département. Au titre de la protection des milieux naturels, les agriculteurs sont tenus de rendre compte des quantités d'engrais et de traitements, pesticides, désherbants, etc., apportés à leur culture. Ce contrôle conditionne les aides accordées aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune. Les agriculteurs doivent donc remplir régulièrement un cahier d'épandage pour les engrais et un registre phytosanitaire pour les traitements. Voilà, donc là, ça vous situe l'action. Ensuite, le dossier 1 portait vraiment sur une partie conception de base de données. Le système d'information à concevoir mémorisera les données concernant l'épandage des produits fertilisants azotés apportés aux cultures des exploitations agricoles du département sur plusieurs années culturales. Chaque année culturelle débute le 1er juillet de l'année N et se termine le 30 juin de l'année N+1. Bon, alors cette information n'est pas très importante, disons que on sait déjà qu'on va gérer un historique et avec des années. Alors le fait que ça démarre le 1er juillet et que ça se termine le 30 juin de l'année suivante, c'est pas très important. Mais en tout cas, on va avoir des années à gérer. Chaque exploitation est composée de plusieurs îlots. Un îlot est un regroupement de parcelles contiguës, limitées par des éléments facilement repérables et permanents, comme les chemins, routes, etc., et stable d'une année culturelle sur l'autre. Le découpage d'un îlot en parcelles est variable d'une année culturelle à l'autre en fonction des mises en culture envisagées. Et on vous montre deux images. On vous montre pour l'année culturelle 2006-2007, puis l'année culturelle 2007-2008, un découpage d'un îlot. Donc à chaque fois, on a le même îlot qui est découpé en fait en plusieurs parcelles. Et on voit ici, par exemple, qu'il est découpé en 2006-2007, il est découpé en 3 parcelles. Par contre, en 2007-2008, il est découpé en 5 parcelles, voyant que chaque parcelle est numérotée, dans un îlot, les parcelles sont numérotées à partir de 1. Donc déjà, rien que cette première partie, on a pas mal d'informations. On a l'exploitation, îlot, parcelle. D'ailleurs, au niveau exploitation, on nous dit, pour une exploitation, on mémorise un code d'exploitation et les coordonnées de l'exploitant. Donc on a déjà de quoi construire des choses. Mais déjà rien que cette première partie est complexe. Alors reprenons étape par étape. Première phrase, assez simple, chaque exploitation est composée de plusieurs îlots. On se doute qu'un îlot n'est évidemment que dans une exploitation. Donc commençons déjà par faire l'entité exploitation puisqu'on nous dit qu'il y a un code d'exploitation et les coordonnées à mémoriser. Les coordonnées, c'est un peu vague, donc j'ai mis juste nom, adresse, et j'ai gardé le code comme il le demandait ici. Ensuite, je reviens sur la phrase « Chaque exploitation est composée de plusieurs îlots ». Donc je vais faire une entité îlot, avec simplement un ID dedans, un numéro d'îlot, parce que pour le moment, on ne sait pas s'il y a 2 informations pour les îlots, et une dépendance fonctionnelle de îlot vers exploitation, puisque une exploitation peut avoir plusieurs îlots, par contre, un îlot n'est apparemment que dans une seule exploitation. Ensuite, on nous dit un îlot est un regroupement de parcelles contiguës. En tout cas, on nous donne des précisions, mais ce qu'on sait, c'est que dans un îlot, il y a plusieurs parcelles, et qu'une parcelle, évidemment, ne fait partie que d'un seul îlot. Donc déjà, on a envie de faire une entité parcelle, avec pour le moment simplement un ID, un numéro. On voit ici que les parcelles sont numérotées, et une dépendance fonctionnelle vers îlot, puisque une parcelle ne fait partie que d'un seul îlot. Par contre, un îlot peut contenir plusieurs parcelles. Allons un petit peu plus loin maintenant dans ce lien, on voit bien que les parcelles sont renumérotées à partir de 1 pour chaque îlot. Donc on se doute bien, on voit bien que là on a affaire à un lien relatif, c'est-à-dire que la parcelle, elle n'a pas juste un numéro propre, elle a un numéro par rapport à un numéro de îlot. Donc son identifiant, il est logique que ce soit l'idée de la parcelle plus l'idée de l'îlot, d'où le fait que je vais faire un lien relatif.
Alors le fait que les limitations sont des chemins, des routes, etc., on s'en moque totalement, hein, ça ne nous sert pas. On le voit, on va dire, au niveau des images, mais à aucun moment on nous demande de mémoriser ce genre de limites. Alors, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est on nous dit que c'est stable d'une année culturelle sur l'autre, au niveau de l'îlot. Donc les îlots, il n'y a pas de souci, ils sont bien traités. Par contre, le découpage d'un îlot en parcelles est variable d'une année culturelle sur l'autre en fonction des mises en culture envisagées. Et là, on le voit bien, hein, puisque d'une année sur l'autre, on a des parcelles qui sont différentes, avec des numéros différents. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre identifiant de parcelle n'est pas suffisant. Il ne suffit pas que j'ai un numéro de parcelle plus un numéro d'îlot pour repérer une parcelle. Il faut que je connaisse aussi l'année. Ça veut dire que j'ai besoin de 3 identifiants, ou plutôt un identifiant composé de 3 attributs pour parcelle. J'ai besoin de l'idée de la parcelle, de l'idée de l'îlot et en plus de l'année pour pouvoir repérer la bonne parcelle. Donc j'ai besoin d'une entité temporelle année, dans laquelle j'ai mis juste une année. Alors même si l'année culturelle démarre le 1er juillet de l'année N et s'arrête le 30 juin de l'année N plus 1, aucune importance, il suffit que je mémorise la première année pour que je connaisse en fait l'année culturelle. Donc du coup, j'ai dit que la parcelle avait besoin de 3 attributs pour l'identifiant, son numéro, le numéro de l'îlot et l'année. Du coup, je vais faire aussi un lien relatif vers année culturelle pour récupérer l'année en identifiant de parcelle. Voilà, on a terminé avec cette première partie. Vous voyez que l'air de rien, dès le début, le sujet commence très fort, hein, avec des notions qui sont relativement complexes. Deuxième partie du sujet, la collecte des informations pour une exploitation donnée s'effectuait jusqu'à présent sur un document papier appelé cahier d'épandage. Alors on va tout de suite voir à quoi ressemble ce cahier d'épandage. Voilà. Alors il fait assez peur, hein. Je vous ai dit, hein, que l'annexe de ce sujet était assez complexe et contient énormément d'informations. Alors pour une fois, on va traiter les choses de façon différente. Donc ce cahier d'épandage, c'est pour une année culturelle précise, donc on a compris qu'il y en a un par année, et concerne une exploitation dans laquelle on va avoir les différents lots avec les différentes parcelles et les différents épandages. Mais avant de détailler cette annexe, ou plutôt de vérifier qu'on a tout traité dans cette annexe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement continuer le sujet et voir déjà si on peut modéliser un certain nombre de choses de façon relativement simple avant d'attaquer vraiment le détail de l'annexe. Dans ce cahier d'épandage sont notés pour chaque parcelle cultivée. Donc on a compris que ça concerne... donc on a vu sur le cahier d'épandage qu'il y a les îlots et les parcelles, mais pour chaque parcelle cultivée, on va avoir à noter un certain nombre d'informations. Donc pour chaque parcelle cultivée, on veut la surface en hectares donc de la parcelle. La surface en hectares, on ne l'a pas encore dans parcelle, donc on va l'ajouter. Ensuite, on nous parle de l'espèce cultivée, blé, orge, betterave, donc on nous donne une liste d'espèces possibles. Donc évidemment, ça nous donne envie de faire une entité espèce. Et on nous dit caractérisée par un code et un libellé, donc c'est ce que j'ai fait, hein, une entité espèce avec code et libellé. Alors attention, on a bien compris que pour chaque parcelle, il y a une seule espèce cultivée, d'où le fait que j'ai besoin d'une dépendance fonctionnelle de parcelle vers espèce pour dire quelle est l'espèce cultivée sur la parcelle. On nous parle aussi de rendement prévu et se réaliser. Donc il faut que je mémorise le rendement prévu et le rendement réel réalisé, hein, au niveau de la parcelle. Donc ça, ce sont des attributs qui sont directement au niveau de parcelle. Ensuite, les informations concernant les apports en produits azotés. Donc on veut mémoriser les différents apports en produits azotés toujours sur chaque parcelle, hein. Donc pour chaque produit azoté, on indique notamment la quantité d'azote apportée par hectare et la date de l'apport. Donc on voit bien qu'il va falloir qu'on gère les différents apports sur chaque parcelle. D'où le fait que ça donne envie de faire une entité apport et de faire une dépendance fonctionnelle de apport vers parcelle, puisque sur une parcelle, il peut y avoir plusieurs apports, hein, on a bien compris, et par contre un apport, c'est un apport fait sur une parcelle précise à un moment précis.
Alors on nous dit quand même qu'on indique notamment la quantité d'azote apportée par hectare et la date de l'apport. Donc ça, ce sont deux informations qui concernent bien un apport, d'où deux attributs que je vais rajouter dans l'apport. On nous dit ensuite, les produits azotés peuvent être de nature minérale, engrais, minéraux, de synthèse, ou de nature organique, d'éjection animale, etc. Donc on voit bien qu'on a des noms de produits azotés qui, pour chaque apport, on va apporter un produit azoté particulier. Donc on veut savoir quel est le produit azoté qui est apporté. Alors le fait qu'il y ait deux catégories pour le moment, on ne sait pas encore si on doit faire un héritage ou non, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir gérer des produits azotés. Donc on va faire tout simplement une entité produit azoté, dans lequel j'ai juste mis un ID et un libellé pour pouvoir mémoriser le libellé du produit azoté, et un apport concerne un produit azoté, donc une dépendance fonctionnelle qui va de apport vers produit azoté. Alors le fait qu'il y ait deux types de produits azotés, est-ce que je mets juste un type dans produit azoté ou est-ce que je fais un héritage? Je ne sais pas encore, donc voyons un peu la suite. On nous dit ensuite un produit minéral, donc une des deux catégories, a une teneur en azote qui lui est propre. Alors, on voit que pour ces produits azotés particuliers, les produits minéraux, il faut mémoriser une teneur en azote. Donc là, ça nous donne envie effectivement de faire un héritage pour pouvoir distinguer le produit minéral d'un produit azoté classique de façon à mémoriser la teneur en azote. Donc on va faire une entité phi, et cette entité phi va juste contenir la teneur en azote qui est spécifique aux produits minéraux. Enfin, il nous reste à traiter cette partie-là, et on nous dit l'apport de produits naturels de nature organique donne lieu à l'enregistrement d'informations supplémentaires. Et on a 4 informations à mémoriser lors d'un apport de produits de nature organique. Alors là où il ne fallait pas faire de confusion, c'est qu'on n'est pas en train de vous donner des informations sur les produits organiques, mais sur les apports de produits organiques. Donc ce n'est pas... il ne faut pas faire une entité phi sur produits azotés pour séparer les produits organiques et mettre ces informations dedans, mais il faut faire un héritage, une entité phi sur apport pour distinguer au niveau des apports les apports de produits de nature organique, parce que c'est lors de ces apports-là qu'on mémorise ces différentes informations. Et là, cette notion-là était, me semble-t-il, assez complexe à repérer. Donc on va faire une entité phi sur apport, et dans cette entité phi, eh bien, on va mettre les 4 attributs qui correspondent aux 4 informations que l'on veut mémoriser dans le cas spécifique des apports organiques. On en a terminé avec le sujet. Il est temps maintenant de passer à l'annexe et de voir quels sont les éléments qu'on a déjà gérés au niveau de la conception et ceux qui nous restent à gérer. Donc voici l'annexe. Et on va travailler avec le MCD aussi sous les yeux de façon à pouvoir comparer. Alors, commençons par la partie gauche. On nous dit référence de la parcelle, numéro îlot, numéro de parcelle dans l'îlot et surface. Donc là, on retrouve le numéro de la parcelle, parcelle 1, îlot 1, parcelle 1, îlot 2, parcelle 2, îlot 1. On remarque que les parcelles... alors, excusez-moi, j'ai dit à l'envers, c'est îlot 1, parcelle 1, îlot 1, parcelle 2, pardon, et îlot 2, parcelle 1. Donc on remarque ce qu'on avait déjà vu précédemment, c'est que les numéros de parcelles recommencent à 1 pour chaque nouvel îlot, d'où le fait qu'on avait bien fait un lien relatif entre parcelle et îlot. Par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est que là, on est sur une exploitation où le numéro de parcelle, le numéro d'îlot, pardon, est à 1, puis ensuite à 2, etc. Donc on se doute que les îlots sont numérotés aussi à partir de 1 pour chaque exploitation. Ça nous donne envie de faire effectivement un lien relatif aussi sur îlot, entre îlot et exploitation, pour qu'à chaque fois les îlots recommencent au numéro 1 pour chaque exploitation différente. Ensuite, pour chaque parcelle, puisque chaque grande case comme ceci représente finalement une parcelle, vous voyez sur la parcelle 1 de l'îlot 1, sur la parcelle 2 de l'îlot 1, etc. On a une surface en hectares, donc 5 hectares, 7,5 hectares, et ça c'est une information qu'on a dans notre MCD puisqu'on a effectivement la surface en hectares. Ensuite, on a l'espèce cultivée, betterave, blé, etc. Donc là, l'espèce cultivée, on l'a ici, puisqu'on a effectivement une dépendance fonctionnelle vers espèce. Ensuite, on a
alors c'est dit dans le titre de la colonne, espèces cultivées, implantées, rendement prévu, rendement réalisé, 60 tonnes prévues, 65 tonnes réalisées. Et ça, c'est ce qu'on a déjà mis au niveau attribut, hein, on a mis le rendement prévu et le rendement réel, on avait déjà ces informations dans le sujet. Ensuite, date des divers apports. Donc là, on retrouve, pour chaque parcelle, vous voyez, les apports sont numérotés à chaque fois à partir de 1. 1, 2, 3 apports pour cette parcelle, 3 apports pour cette deuxième parcelle et 4 apports numérotés à chaque fois à partir de 1 pour cette troisième parcelle. Donc là, on comprend aussi que les apports sont numérotés par parcelle, d'où le fait qu'on a envie de faire aussi un lien relatif entre apport et parcelle pour numéroter les apports par rapport aux parcelles. Ensuite, on nous donne la date de l'apport, ça c'est une information qu'on a mémorisée. On nous donne le libellé nature du produit épandu, minéral ou organique, donc fumier, amino 27, etc. Et ça, on l'a grâce à cette dépendance fonctionnelle vers produit azoté, donc on sait quel est le produit qui a été épandu. Ensuite, on a la quantité de produits épandus par hectare. Et ça, c'est une information qu'on n'a pas et qui risque d'être utile pour pouvoir faire l'ensemble des calculs. Donc, savoir quelle est la quantité de produits épandus par hectare de ce produit. Parce qu'attention, là, on a la quantité azotée par hectare. Et c'est pas la même chose, hein. C'est la quantité d'azote qui a été délivrée par hectare. Mais ça ne représente pas la quantité de produits épandus par hectare. Donc ça, c'est une information pour le moment qu'on va rajouter. On verra si on la garde, mais a priori, ça paraît être une information importante. Ensuite, on a une colonne quantité totale épandue, qui est en tonnes. Et on a donc un certain nombre de valeurs sur cette quantité totale épandue. On s'aperçoit que le calcul vient de toute évidence d'ici, c'est-à-dire que si on a la quantité de produits épandus par hectare, par exemple 30 000 kilos, donc 30 tonnes par hectare, multiplié par 5 hectares, on obtient bien les 150 tonnes. Alors le calcul est relativement, on va dire juste pour l'ensemble des valeurs, sauf pour celle-là qui me paraît un peu plus approximative, puisque 250 kg x 5 représente une tonne précise et non pas une tonne 0,2. Alors ceci reste un mystère pour moi, hein. C'est-à-dire que les autres valeurs, on sent qu'il y a des arrondis qui sont faits, là cet arrondi paraît un petit peu bizarre, mais il n'empêche que le sujet a été fait comme ça. Alors, pour le moment donc, on a plus ou moins ces colonnes qui sont repérées, on va voir donc maintenant la deuxième partie, les colonnes suivantes. Donc là, à ce niveau-là, on a un certain nombre d'informations et on s'aperçoit qu'il y a certaines cases qui sont remplies pour certains types de produits azotés et d'autres qui sont remplies pour d'autres types de produits azotés. Et on comprend bien qu'on a affaire, suivant le cas d'un produit minéral ou un produit organique. Alors regardez ces 4 dernières colonnes. Origine de l'effluent, donc exploitation houetière, délai d'enfouissement, teneur en azote mesurée et traitement anti-odeur. Et vous voyez que là, on retrouve bien les 4 informations pour les apports de produits organiques. Donc c'est bien les 4 informations qu'on avait mémorisées. Et à partir de là, d'où viennent les différents calculs? Alors, on a une teneur en azote mesurée qui est de 5,5 kg par tonne. Sachant que cette information, on l'a bien mémorisée au niveau de la base de données. Alors, je vais afficher l'ensemble du tableau pour qu'on voit mieux les différents calculs. Donc, à partir de 5,5 kg par tonne, si je multiplie par le nombre de tonnes, et le nombre de tonnes, je l'ai ici, 150 tonnes. Donc 150 tonnes fois 5,5 kg par tonne, j'obtiens le nombre de kilos total d'apport d'azote organique, c'est-à-dire le 825. Maintenant, si je veux obtenir ce 165, là c'est le nombre de kilos d'azote, cette fois-ci par hectare, puisqu'en tout j'ai 825 et que j'ai 5 hectares. Si je divise 825 par 5, j'obtiens bien 165. Donc vous voyez là, on est arrivé par calcul à retrouver cette ligne complète. Passons maintenant à la deuxième ligne. Cette fois, j'ai affaire à un produit minéral. Je le vois parce que, entre autres, ces dernières cases ne sont pas remplies. Et au niveau des produits minéraux, je sais que j'ai mémorisé, alors on va revenir au niveau du MCD.
je sais que j'ai mémorisé la teneur en azote. Et effectivement, je vois que la teneur en azote minéral estimée, qui est en kilos par tonne, est de 270 pour l'amno 27. Et vous remarquez que dans tout le reste du sujet, à chaque fois que j'ai affaire à amno 27, j'ai bien 270. Hein, ça reste fixe, d'où le fait que c'est enregistré vraiment par rapport au produit azoté. Là, j'ai affaire à un autre produit qui est mesuré au niveau de teneur en azote minéral estimé à 130. Donc, c'est bien cette information que j'ai au niveau de ma base de données. Alors, comment j'arrive à avoir l'apport total d'azote minéral, c'est-à-dire le 275? Eh bien, je prends le nombre de kilos par tonne et je le multiplie par le nombre de tonnes. Alors, je vous rappelle que là, on avait eu quelque chose d'un petit peu bizarre, le 1.02, mais qui permet effectivement d'obtenir à peu près 275. Si vous multipliez le reste, ça marche très bien, 270 fois 1,38. Et là, ces valeurs, par contre, sont relativement correctes, même si elles sont un peu arrondies. Hein. On a bien 1,38 tonnes de quantité totale épandue, et si je multiplie par la quantité par tonne de teneur en azote minéral 270, j'obtiens à peu près 373. Donc j'obtiens bien cette information 275 de kilos. Et maintenant, si je veux obtenir ce 55, eh bien, puisque là j'ai le nombre de kilos d'apport total d'azote minéral sur l'ensemble, il suffit que je le divise par 5, c'est-à-dire par le nombre d'hectares, pour obtenir le 55. Voilà, là on est arrivé à obtenir tous les calculs qui correspondent donc à ce schéma. Donc vous voyez qu'il fallait quand même arriver à retrouver dans cette annexe les différentes informations qu'on avait au niveau du MCD, et de pouvoir retrouver aussi que certaines informations sont calculées, donc ne sont pas à mémoriser. L'air de rien, par rapport à l'annexe, on n'a pas rajouté grand-chose. Hein. On a rajouté quelques liens relatifs et puis la quantité de produit total, enfin par hectare qui a été délivré. Mais sinon, heureusement, notre schéma était déjà quasiment complet par rapport à toutes les informations qu'on avait dans le sujet. Donc je vous avais dit que cette annexe était très complexe à décrypter, d'autant plus qu'à l'examen, vous n'avez pas droit aux calculatrices. Donc il fallait quand même relativement repérer les informations qui étaient calculées par rapport aux informations qui étaient mémorisées. Voilà, on a fait le tour de ce sujet, donc je vous dis à très bientôt pour un autre sujet.